Au cœur de l'Afrique centrale, dans les montagnes verdoyantes et les terres riches en minerais de l'Est de la République démocratique du Congo, un conflit complexe et meurtrier continue de bouleverser la vie de millions de personnes. Depuis des décennies, cette région est le théâtre d'affrontements armés, de rivalités ethniques, de luttes de pouvoir et d'intérêts économiques qui dépassent largement les frontières du pays. Parmi les nombreux groupes armés qui ont émergé dans cette zone instable, un nom revient sans cesse, le mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23. Né en 2012 à la suite d'une mutinerie d'anciens soldats de l'armée congolaise, ce mouvement est devenu l'un des acteurs les plus influents et les plus controversés de l'Est du Congo. Son ascension fulgurante, sa défaite apparente, puis son retour spectaculaire plusieurs années plus tard ont profondément marqué l'histoire récente de la région. Derrière les combats se cachent des enjeux bien plus vastes, le contrôle de ressources minières parmi les plus convoitées au monde, les tensions historiques entre États voisins, les questions identitaires et les conséquences de plusieurs décennies de guerres successives. Pendant que les acteurs politiques et militaires s'affrontent, des millions de civils continuent de payer le prix le plus lourd. Dans ce documentaire, nous allons explorer l'histoire du M23, comprendre ses origines, analyser son évolution et découvrir pourquoi ce mouvement demeure aujourd'hui au centre de l'un des conflits les plus complexes du continent africain. Voici l'histoire du M23. Pour comprendre la naissance du mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23, il faut remonter plusieurs années en arrière, dans une région marquée par les conséquences de conflits successifs. Après le génocide rwandais de 1994, des centaines de milliers de réfugiés traversent la frontière vers l'est de la République démocratique du Congo. Parmi eux se trouvent également des membres des anciennes forces gouvernementales rwandaises et des milices impliquées dans le génocide. Leur présence contribue à déstabiliser davantage une région déjà fragile. Au fil des années, de nombreux groupes armés émergent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Parmi eux figure le Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, un mouvement rebelle qui affirme défendre les intérêts des populations tutsis congolaises face à l'insécurité persistante. Après plusieurs années de combats, un accord de paix est signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP. Cet accord prévoit notamment l'intégration des combattants du mouvement au sein de l'armée congolaise et la mise en œuvre de diverses mesures destinées à stabiliser la région. Mais avec le temps, des tensions apparaissent. Plusieurs anciens membres du CNDP accusent le gouvernement de ne pas respecter certains engagements prévus par l'accord. Les frustrations grandissent, les désaccords s'accumulent et la méfiance s'installe. En avril 2012, plusieurs centaines de soldats se mutinent et quittent les rangs de l'armée congolaise. Ils prennent les armes et fondent un nouveau mouvement rebelle, le mouvement du 23 mars, ou M23. Son nom fait directement référence à l'accord de paix signé le 23 mars 2009, que ses fondateurs estiment avoir été violé. Dès sa création, le M23 affirme vouloir défendre certaines communautés de l'Est du Congo et lutter contre l'insécurité. Mais pour les autorités congolaises et plusieurs observateurs internationaux, le mouvement représente une nouvelle menace pour la stabilité du pays. Ainsi naît l'une des rébellions les plus influentes de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Une rébellion dont les conséquences continueront de marquer durablement la région des Grands Lacs africains. Aujourd'hui, plus d'une décennie après sa création, le mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23, demeure l'un des principaux acteurs du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les accords de paix, les cessez-le-feu successifs et les nombreuses initiatives diplomatiques, la situation reste profondément instable. Depuis son retour sur la scène militaire au début des années 2020, le mouvement a progressivement renforcé sa présence dans plusieurs territoires stratégiques du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales continuent de provoquer des tensions dans une région déjà marquée par des décennies de violence. Le M23 affirme poursuivre sa lutte afin de défendre certaines communautés de l'Est du Congo et réclame des réformes politiques et sécuritaires. Ses dirigeants soutiennent que les causes ayant conduit à la création du mouvement n'ont jamais été véritablement résolues. De leur côté, les autorités congolaises considèrent le M23 comme une menace directe à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du pays. Le gouvernement accuse régulièrement le mouvement de chercher à étendre son contrôle sur certaines parties du territoire congolais et de déstabiliser les institutions de l'État. Mais la situation est encore plus complexe. L'Est de la République démocratique du Congo abrite de nombreux groupes armés actifs, chacun poursuivant ses propres objectifs militaires, politiques ou économiques. Dans certaines régions,
plusieurs mouvements se disputent simultanément le contrôle du territoire, des routes commerciales et des ressources naturelles. Cette multiplicité d'acteurs rend particulièrement difficile toute tentative de stabilisation durable. Sur le plan diplomatique, les tensions régionales demeurent importantes. Les relations entre Kinshasa et Kigali continuent d'être marquées par la méfiance et les accusations réciproques. Les initiatives de médiation menées par différents États africains et organisations régionales ont permis d'ouvrir des espaces de dialogue, mais les résultats restent fragiles. Sur le terrain, la situation humanitaire demeure préoccupante. Des centaines de milliers de personnes vivent encore loin de leur foyer. Les besoins en nourriture, en soins médicaux, en éducation et en protection humanitaire restent considérables. Pour les populations civiles, les conséquences du conflit continuent de se faire sentir chaque jour. Au-delà des combats, cette crise révèle des problèmes plus profonds. La faiblesse des institutions, les difficultés de gouvernance, la pauvreté persistante, la concurrence autour des ressources naturelles et les tensions historiques contribuent à alimenter l'instabilité. Aujourd'hui, l'avenir du M23 et celui de l'Est de la République démocratique du Congo demeurent incertains. Les négociations se poursuivent. Les efforts diplomatiques continuent. Mais les défis à relever restent immenses. Une question essentielle demeure. Comment construire une paix durable dans une région marquée par des décennies de conflits et de souffrances ? La réponse dépendra de la capacité des différents acteurs à privilégier le dialogue, la coopération régionale et la recherche de solutions durables. Car au-delà des enjeux militaires et politiques, c'est l'avenir de millions de personnes qui est en jeu. Et pour les habitants de l'Est du Congo, l'espoir reste le même depuis des générations. Vivre enfin dans la paix, la sécurité et la stabilité. Après sa défaite militaire en 2013, beaucoup pensent que le mouvement du 23 mars, le M23, appartient désormais au passé. Ces combattants se dispersent. Certains trouvent refuge dans les pays voisins, tandis que ses dirigeants quittent progressivement le devant de la scène. Pendant plusieurs années, le groupe semble avoir disparu. Mais derrière ce calme apparent, les causes profondes du conflit demeurent. Les tensions politiques, les problèmes de sécurité et la présence de nombreux groupes armés continuent d'alimenter l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À partir de la fin de l'année 2021, puis plus intensément en 2022, des affrontements signalent le retour progressif du M23. Dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, les rebelles reprennent les armes et lancent de nouvelles offensives contre les forces gouvernementales congolaises. Rapidement, le mouvement démontre qu'il a retrouvé une importante capacité militaire. Les combats s'étendent à plusieurs zones stratégiques de la province du Nord Kivu. Les positions gouvernementales tombent les unes après les autres et les rebelles avancent vers des régions de plus en plus importantes. Au fil des mois, l'inquiétude grandit au sein de la population et de la communauté internationale. Des milliers de familles sont contraintes de quitter leur village pour fuir les affrontements. Des camps de déplacés se forment autour de Goma, tandis que les organisations humanitaires alertent sur l'aggravation de la crise. Parallèlement, les tensions diplomatiques augmentent dans la région des Grands Lacs. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le M23, tandis que Kigali rejette ces accusations. Les relations entre les deux pays se détériorent et la situation devient une préoccupation majeure pour les organisations régionales et internationales. Malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu et de médiation, les combats se poursuivent. Le M23 consolide progressivement ses positions et étend son influence dans plusieurs territoires stratégiques de l'Est du Congo. Puis vient l'année 2025. Une année qui marque un tournant majeur dans l'évolution du conflit. Après plusieurs offensives successives, le mouvement réalise l'une des avancées les plus importantes de son histoire. Les rebelles prennent le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu et centre économique majeur de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette prise constitue un choc politique, militaire et symbolique pour le gouvernement congolais. Quelques semaines plus tard, les combattants poursuivent leur progression vers le sud et s'emparent également de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, deux des principales villes de l'Est du pays passent sous le contrôle du mouvement rebelle. Cette avancée spectaculaire provoque une nouvelle catastrophe humanitaire. Des centaines de milliers de civils prennent la route de l'exode. Les centres d'accueil sont débordés. Les besoins en nourriture, en soins médicaux et en assistance humanitaire augmentent considérablement. Le retour du M23 démontre que les causes profondes du conflit restent largement non résolues. Plus de 10 ans après sa première défaite, le mouvement est redevenu un acteur central de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Son retour marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'une des crises les plus complexes et les plus durables du continent africain. Et alors que les combats se poursuivent, une question demeure. Comment parvenir à une paix durable dans une région marquée par des décennies de conflits, de rivalités et de souffrances humaines? L'un des aspects les plus sensibles et les plus controversés du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo concerne les accusations de soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23. Depuis l'apparition du groupe en 2012, cette question est au cœur des tensions entre Kinshasa et Kigali. Au fil des années, plusieurs rapports publiés par les Nations Unies, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ont affirmé avoir recueilli des éléments suggérant l'existence d'un soutien extérieur au mouvement rebelle. Selon ces rapports, certains responsables rwandais auraient apporté une aide militaire, logistique ou financière au M23 afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Les enquêtes évoquent notamment des transferts d'équipements, des mouvements transfrontaliers de combattants ainsi que diverses formes d'assistance stratégique. Plusieurs groupes d'experts mandatés par les Nations Unies ont également affirmé avoir identifié des indices laissant penser à une implication de responsables rwandais dans le soutien au mouvement. Ces conclusions ont suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale. Plusieurs gouvernements et organisations régionales ont exprimé leur inquiétude face à la poursuite du conflit et ont appelé au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais de son côté, le gouvernement rwandais a toujours rejeté ces accusations. Kigali affirme ne pas soutenir le M23 et considère que certaines conclusions des rapports internationaux sont inexactes ou ne reflètent pas l'ensemble de la réalité sécuritaire de la région. Les autorités rwandaises mettent régulièrement en avant leurs préoccupations concernant la présence, dans l'est de la RDC, de groupes armés hostiles au Rwanda. Parmi eux figurent les Forces démocratiques de libération du Rwanda, ou FDLR, un groupe créé par certains anciens responsables impliqués dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pour Kigali, la présence de ces groupes armés à proximité de sa frontière représente une menace sécuritaire majeure. Cette divergence d'interprétation est devenue l'un des principaux points de friction entre les deux pays. D'un côté, les autorités congolaises accusent le Rwanda d'interférer dans les affaires intérieures de la RDC et de soutenir une rébellion armée sur son territoire. De l'autre, le Rwanda affirme que les problèmes sécuritaires de l'Est du Congo constituent la véritable source de l'instabilité régionale. Avec le retour du M23 à partir de 2021 et l'intensification des combats, ces accusations prennent une ampleur encore plus importante. Les tensions diplomatiques s'aggravent, les échanges entre les deux gouvernements deviennent plus tendus et la communauté internationale multiplie les appels au dialogue. Aujourd'hui encore, la question du rôle exact du Rwanda dans le conflit demeure l'un des sujets les plus débattus de la région des Grands Lacs. Entre accusations, enquêtes internationales, démentis officiels et rivalités géopolitiques, cette controverse continue d'influencer les relations entre Kigali et Kinshasa. Et tant qu'une solution durable ne sera pas trouvée, elle restera l'un des enjeux majeurs de la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est de la République démocratique du Congo est souvent décrit comme un véritable trésor géologique. Sous ces montagnes, ces forêts et ces vastes étendues de terre se trouvent certaines des ressources minérales les plus convoitées au monde. Coltan, or, cassitérite, tungstène, cobalt. Des minerais indispensables à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, des batteries électriques et de nombreux équipements technologiques utilisés chaque jour à travers la planète. Ces richesses représentent un potentiel économique considérable pour la République démocratique du Congo. Pourtant, depuis plusieurs décennies, elles sont également devenues l'un des principaux enjeux des conflits qui secouent l'Est du pays. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, le contrôle des zones minières constitue un objectif stratégique pour de nombreux groupes armés. Posséder une mine, contrôler une route commerciale ou imposer des taxes sur le transport des minerais peut générer des revenus importants. Dans certaines régions isolées, ces ressources représentent parfois la principale source de financement pour les groupes qui cherchent à étendre leur influence. Au fil des années, plusieurs enquêtes internationales ont établi un lien entre l'exploitation de certaines ressources naturelles et le financement de différents mouvements armés opérant dans l'Est de la RDC. Le M23 figure parmi les groupes concernés par ces accusations. Selon plusieurs rapports d'experts et d'organisations internationales, des revenus provenant de l'exploitation minière ou de la taxation des activités commerciales dans certaines zones sous contrôle rebelle auraient contribué au financement d'une partie de ces opérations. Ces revenus auraient permis d'assurer le fonctionnement du mouvement, de soutenir sa logistique et de maintenir sa présence sur le terrain. Cependant, le phénomène dépasse largement le seul cas du M23. Depuis les années 1990, de nombreux groupes armés ont été accusés d'exploiter les ressources naturelles de la région pour financer leurs activités militaires.
Cette situation a progressivement transformé certaines zones minières en véritables enjeux de pouvoir où se croisent intérêts économiques, rivalités politiques et ambitions militaires. Face à cette réalité, plusieurs initiatives internationales ont été mises en place afin de renforcer la traçabilité des minerais exportés depuis la région des Grands Lacs. L'objectif est de limiter le commerce des minerais issus des zones de conflit et de réduire les sources de financement des groupes armés. Mais malgré ces efforts, le trafic illégal de ressources naturelles demeure une réalité difficile à combattre. Les frontières poreuses, les réseaux de contrebande et les profits considérables générés par ce commerce continuent d'alimenter les convoitises. Ainsi, les ressources minières apparaissent comme l'un des éléments essentiels pour comprendre la complexité du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Car dans cette région, ce qui devrait être une source de prospérité est devenu, au fil des années, un facteur majeur d'instabilité. Une richesse extraordinaire qui, au lieu de profiter pleinement aux populations locales, demeure au cœur d'une lutte où se mêlent pouvoir, argent, violence et survie. Et tant que cette équation ne sera pas résolue, les ressources naturelles de l'Est du Congo continueront de jouer un rôle central dans l'histoire du conflit. Derrière les batailles, les stratégies militaires et les négociations politiques, une autre réalité se dessine. Une réalité souvent invisible. Celle des millions de civils pris au piège du conflit. Depuis des décennies, les violences qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo ont provoqué l'une des crises humanitaires les plus graves du continent africain. À chaque nouvelle offensive, des familles entières sont contraintes de fuir. En quelques heures seulement, des villages se vident de leurs habitants. Des parents abandonnent leurs maisons, leurs terres et leurs biens pour tenter de mettre leurs enfants en sécurité. Sur les routes du Nord Kivu et du Sud Kivu, des colonnes de déplacés parcourent parfois des dizaines de kilomètres à pied, transportant ce qu'il leur reste de leur vie. Pour beaucoup, l'avenir devient soudainement incertain. Des centaines de milliers de personnes trouvent refuge dans des camps de fortune ou dans des centres d'accueil déjà surpeuplés. Dans ces lieux, les conditions de vie sont souvent extrêmement difficiles. L'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins médicaux et à l'éducation demeure insuffisant pour répondre à l'ampleur des besoins. Les organisations humanitaires tentent d'apporter leur aide, mais les ressources disponibles restent limitées face à l'ampleur de la crise. Les enfants figurent parmi les premières victimes du conflit. Nombre d'entre eux voient leur scolarité interrompue par les combats et les déplacements forcés. Ils grandissent dans un environnement marqué par la peur, l'insécurité et l'incertitude. Pour certains, la guerre devient la seule réalité qu'ils aient jamais connue. Les femmes et les jeunes filles sont également particulièrement vulnérables. Depuis de nombreuses années, les violences sexuelles sont régulièrement signalées dans les zones touchées par les conflits armés. Au-delà des souffrances physiques, ces violences laissent des blessures psychologiques profondes qui affectent durablement les victimes, leurs familles et leurs communautés. Le système de santé subit lui aussi les conséquences de l'instabilité. Des centres médicaux sont parfois abandonnés, endommagés ou deviennent inaccessibles en raison des combats. Les déplacements massifs de population favorisent également la propagation de maladies telles que le choléra, la rougeole ou le paludisme. Dans le même temps, l'économie locale est fortement perturbée. Les activités agricoles diminuent, les marchés fonctionnent difficilement et de nombreuses familles perdent leur principale source de revenus. Pour des milliers de personnes, il devient de plus en plus difficile de subvenir aux besoins les plus essentiels. Mais au-delà des statistiques, il y a des histoires humaines. L'histoire d'un enfant séparé de ses parents. D'une mère cherchant un refuge pour sa famille. D'un agriculteur contraint d'abandonner les terres cultivées depuis plusieurs générations. D'une communauté entière qui tente de survivre malgré la violence. Chaque chiffre représente une vie bouleversée. Chaque déplacement raconte une histoire de perte, de courage et d'espoir. Aujourd'hui encore, des millions de personnes continuent de vivre les conséquences de ce conflit. Pour elles, la paix n'est pas une question politique ou diplomatique. C'est la possibilité de rentrer chez soi. De retrouver sa famille. De reconstruire son avenir. Et surtout, de vivre enfin sans la peur de la guerre. Car derrière chaque conflit se trouvent des êtres humains. Et c'est peut-être là que se mesure véritablement le coût de la guerre. Aujourd'hui, plus d'une décennie après sa création, le mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23, demeure l'un des principaux acteurs du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les accords de paix, les cessez-le-feu successifs et les nombreuses initiatives diplomatiques, la situation reste profondément instable. Depuis son retour sur la scène militaire au début des années 2020, le mouvement a progressivement renforcé sa présence dans plusieurs territoires stratégiques du Nord Kivu et du Sud Kivu.
les affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales continuent de provoquer des tensions dans une région déjà marquée par des décennies de violence. Le M23 affirme poursuivre sa lutte afin de défendre certaines communautés de l'Est du Congo et réclame des réformes politiques et sécuritaires. Ses dirigeants soutiennent que les causes ayant conduit à la création du mouvement n'ont jamais été véritablement résolues. De leur côté, les autorités congolaises considèrent le M23 comme une menace directe à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du pays. Le gouvernement accuse régulièrement le mouvement de chercher à étendre son contrôle sur certaines parties du territoire congolais et de déstabiliser les institutions de l'État. Mais la situation est encore plus complexe. L'Est de la République démocratique du Congo abrite de nombreux groupes armés actifs, chacun poursuivant ses propres objectifs militaires, politiques ou économiques. Dans certaines régions, plusieurs mouvements se disputent simultanément le contrôle du territoire, des routes commerciales et des ressources naturelles. Cette multiplicité d'acteurs rend particulièrement difficile toute tentative de stabilisation durable. Sur le plan diplomatique, les tensions régionales demeurent importantes. Les relations entre Kinshasa et Kigali continuent d'être marquées par la méfiance et les accusations réciproques. Les initiatives de médiation menées par différents États africains et organisations régionales ont permis d'ouvrir des espaces de dialogue, mais les résultats restent fragiles. Sur le terrain, la situation humanitaire demeure préoccupante. Des centaines de milliers de personnes vivent encore loin de leur foyer. Les besoins en nourriture, en soins médicaux, en éducation et en protection humanitaire restent considérables. Pour les populations civiles, les conséquences du conflit continuent de se faire sentir chaque jour. Au-delà des combats, cette crise révèle des problèmes plus profonds. La faiblesse des institutions, les difficultés de gouvernance, la pauvreté persistante, la concurrence autour des ressources naturelles et les tensions historiques contribuent à alimenter l'instabilité. Aujourd'hui, l'avenir du M23 et celui de l'Est de la République démocratique du Congo demeurent incertains. Les négociations se poursuivent. Les efforts diplomatiques continuent. Mais les défis à relever restent immenses. Une question essentielle demeure. Comment construire une paix durable dans une région marquée par des décennies de conflits et de souffrances? La réponse dépendra de la capacité des différents acteurs à privilégier le dialogue, la coopération régionale et la recherche de solutions durables. Car au-delà des enjeux militaires et politiques, c'est l'avenir de millions de personnes qui est en jeu. Et pour les habitants de l'Est du Congo, l'espoir reste le même depuis des générations. Vivre enfin dans la paix, la sécurité et la stabilité. L'histoire du mouvement du 23 mars est bien plus que l'histoire d'un simple groupe rebelle. Elle est le reflet d'une région marquée par des décennies de conflits, de rivalités, d'espoirs déçus et de lutte pour le pouvoir. Depuis sa création en 2012, le M23 a profondément influencé l'évolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Son ascension rapide, sa première défaite, puis son retour spectaculaire ont rappelé au monde entier que les causes profondes de l'instabilité dans la région demeurent largement non résolues. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré les origines du mouvement, les événements qui ont conduit à sa création, ses offensives militaires, les controverses qui l'entourent ainsi que les conséquences humaines et politiques de ses actions. Nous avons découvert une réalité complexe où se mêlent questions sécuritaires, rivalités régionales, ressources naturelles stratégiques et aspirations de populations en quête de stabilité. Mais derrière les analyses géopolitiques et les événements militaires se trouvent avant tout des êtres humains. Des familles contraintes de fuir leur maison. Des enfants privés d'éducation. Des communautés entières qui tentent de reconstruire leur vie malgré les épreuves. Pour ces millions de personnes, la guerre n'est pas une question de stratégie ou de politique. C'est une réalité quotidienne. Une lutte permanente pour survivre, protéger leurs proches et préserver l'espoir d'un avenir meilleur. Le conflit dans l'Est du Congo nous rappelle également une vérité fondamentale. Aucune richesse naturelle, aucun intérêt politique et aucune ambition militaire ne peuvent justifier la souffrance de populations entières. Car le véritable coût de la guerre ne se mesure pas seulement en territoire perdu ou gagné. Il se mesure en vie brisée, en rêves interrompus, et en générations marquées par la violence. Aujourd'hui, l'avenir de la région des Grands Lacs reste incertain. Les défis sont nombreux. Les blessures du passé demeurent profondes. Mais l'espoir existe encore. L'espoir d'un dialogue sincère. L'espoir d'une paix durable. L'espoir qu'un jour, les ressources de cette terre servent enfin au développement de ses habitants plutôt qu'à alimenter les conflits. L'histoire du M23 continue de s'écrire. Et avec elle, celle de millions de Congolais qui aspirent à vivre dans la sécurité, la dignité et la paix.
car au-delà des armes, des frontières et des intérêts politiques, ce sont les peuples qui écrivent l'avenir. Et peut-être qu'un jour, dans les montagnes du Kivu, les échos de la guerre laisseront enfin place aux voix de la paix. Merci d'avoir suivi ce documentaire.